Rebonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec le port autonome de Dakar. Sur place, la douane a intercepté des munitions de guerre d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA. La saisie a été effectuée sur le navire Eolika, battant pavillon guyanais. Une information de nos confrères de Libération. D'après les sources du journal, l'opération a permis la découverte de 3 conteneurs remplis de divers types de munitions. 4 individus d'origine ukrainienne sont actuellement arrêtés et placés en garde à vue. Retour sur ce phénomène qui défraie la chronique avec Ibou Diouf. L'Afrique de l'Ouest continue d'être gravement touchée par la fabrication et la prolifération d'armes à feu et de munitions alimentant la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. La brigade haute-mer de subdivision maritime des douanes du Sénégal vient de faire une importante saisie de 3 conteneurs de munitions 9 mm et 5 mm à bord d'un navire Eolika battant pavillon guyanais. La valeur des munitions est estimée à 3 milliards de francs CFA. Cette importante saisie fait suite à un contrôle de routine des hommes du lieutenant-colonel Ibrahim Kamara de la brigade haute-mer qui ont interpellé le capitaine du navire. L'équipe est composée d'Ukrainiens. Devant les tergiversations de ces derniers, ils ont procédé à la fouille du navire et découvert les munitions qui ne figuraient pas sur le manifeste. De l'avis du capitaine, le navire était en avitaillement au Sénégal, mais devait se rendre en République dominicaine. Les soldats de l'économie qui ont constaté une violation manifeste des lois sénégalaises et des conventions régionales relatives à la circulation des armes et munitions. Ils ont procédé à la saisie du navire, de la cargaison et à l'interpellation des membres de l'équipage. Cette saisie intervient dans un contexte sous-régional marqué par une grande instabilité dans le Sahel, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les groupes djihadistes font régner leurs lois, menaçant de s'en prendre aux pays côtiers. Il y a quelques semaines, l'inspecteur principal des douanes, Amadou Tidiane Cissé, a publié un ouvrage intitulé « Terrorisme, la fin des frontières » où il aborde justement la question du mandat sécuritaire de la douane et du positionnement stratégique de son administration sur les questions de terrorisme, de financement du terrorisme et de la circulation des armes. Afin de lutter contre ce phénomène au Sénégal, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, à travers le programme mondial sur les armes à feu, avaient réalisé une campagne de sensibilisation nationale, de collecte, d'enregistrement et de marquage des armes licites, ainsi que la destruction d'armes illicites avec le soutien financier du Japon et de la Norvège. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, 3 des 28 étudiants qui avaient entamé une grève de la faim ont été évacués au centre médical du Crous. Ils ont tout de même regagné le groupe après les premiers soins. Les étudiants ont reçu plusieurs délégations d'autorités qui leur ont demandé de revenir à de meilleurs sentiments, mais ils refusent de céder et veulent voir le démarrage des travaux. Nous écoutons le président de séance, il se nomme Djibi Sène, il est au micro de nos correspondants. En tout cas, à l'heure où je vous parle, on maintient notre position de grève de la faim parce que pour nous, les autorités n'ont pas donné véritablement les informations qu'on attendait sur notre mot d'ordre. Mais à l'heure où je vous parle, la coordination considère qu'on est en grève de la faim. Hier, on a eu 3 évacuations. Moi-même, j'en fais partie parce que c'était à la suite d'une épistasie grave. Donc, on les a évacués et ils ont peut-être été traités de manière efficace au niveau des centres médicaux de l'université. Et actuellement, tous les camarades sont avec nous et on continue. Nous, ce qu'on demande, comme on avait l'habitude de le dire, c'est des réalisations. Ce qu'on demande, c'est de voir quelque chose de concret sur le terrain pour qu'on puisse peut-être retourner à nos représentants pour leur dire carrément que voilà ce que la coordination a fait pour vous. Donc, véritablement régler la question, ils n'ont qu'à démarrer les travaux précités lors du protocole d'accord. Trop de grèves dans le monde de l'éducation. Les syndicalistes de l'UNSAS sont montés au créneau pour le dénoncer. Selon ces derniers, il est temps d'adopter d'autres méthodes de contestation et pour y arriver, les membres de cette corporation sont actuellement à Thiès dans le cadre d'une formation en leadership. Cheikh Anta Diop essaye la tire pour les détails.
Enseignants syndicalistes se retrouvent à Thiès pour faire un diagnostic sans complaisance. Les origines du mal du système éducatif, grève cyclique, revendications intempestives, autant de questions soulevées. Bref, il faut savoir mener une grève. Il faut considérer ce qu'on a tendance souvent à oublier, les apprenants. Mais l'enfant à qui vraiment le quantum horaire est charcuté depuis la CI à la terminale, on voudrait que le Sénégal de demain soit entre des mains expertes, mais il y a de quoi revoir justement la façon de mener la grève, d'en faire l'ultime recours, mais avoir une vision holistique de la situation pour ne blesser personne. C'est de bons prétextes pour échanger entre nous. C'est pour cette raison que ces enseignants sont formés à Thiès sur le leadership. Le leadership qui est d'une importance capitale dans un contexte de mutation socio-économique et dans un écosystème syndical extrêmement lourd. Aujourd'hui, vous comprenez la nécessité de préparer la relève et pour ça, il faut quand même renforcer les compétences de nos responsables locaux. Ces responsables syndicaux de l'UNSAS attendent du gouvernement des négociations sérieuses allant dans le sens de prendre en charge les préoccupations des enseignants. Et puis en cette période électorale, nombreux sont les travailleurs qui profitent du contexte pour se faire entendre. Si certains optent pour la grève, d'autres font le choix d'une démarche plus radicale en choisissant une diète. Mais dans tous les cas, est-il pertinent de faire un mouvement d'humeur en pleine campagne électorale? Eh bien, de l'avis de nos interlocuteurs, c'est un pari risqué. Pourquoi? Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Fatou Bintou Conté. C'est fréquent de voir ou bien de remarquer, c'est durant les périodes électorales que les mouvements d'humeur s'intensifient le plus. Notre expérience, beaucoup d'organisations syndicales pensent que beaucoup de mouvements de proteste, n'est-ce pas, sociaux, pensent également que les périodes électorales, c'est des moments propices pour se faire entendre. Donc c'est ça la donne. Maintenant, l'un dans l'autre, chacun devrait pouvoir apprécier. Effectivement, parce que c'est des plateformes revendicatives qui ont été déposées depuis belle lurette. C'est un éternel recommencement. Aujourd'hui, si les gens n'arrivent pas à se faire entendre, mais tous les moyens aujourd'hui sont bons pour se faire entendre. Donc pour nous, c'est la seule solution aujourd'hui qu'on a pour au moins régler définitivement cette situation qui n'a que trop duré. C'est battu en brèche par ce syndicaliste du SAEMS, syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, qui parle de coïncidence dans le calendrier des revendications syndicales. Je suis en porte-à-faux avec une certaine opinion publique qui voudrait faire croire qu'aujourd'hui, les syndicats font dans le chantage parce qu'ils attendent ces moments-là qui sont des moments importants pour la classe politique, pour les prendre en otage et exiger la matérialisation des accords. Ça, je m'inscris en faux contre de pareilles affirmations. Parce que je rappelle que nous avons un agenda qui est un agenda purement syndical. Nous avons des méthodes d'évaluation qui nous permettent de voir qu'après tant d'années d'accalmie, quand même, il faudrait que le mouvement se remette au travail et vous le savez tous. Être en mouvement d'humeur durant une campagne électorale est efficace, d'autant plus que les interlocuteurs sont aux abonnés absents. Parce que tous ces interlocuteurs-là qui sont censés matérialiser les accords sont en train de battre campagne. Moi, la lecture que j'en fais, c'est une lecture très simple. C'est qu'aujourd'hui, le mouvement syndical enseignant a besoin quand même du gouvernement pour la matérialisation des accords, mais c'est l'omerta totale du côté du gouvernement. Ils ont renvoyé au calendrier grec la matérialisation de ces accords et nous aussi, on les attend de pied ferme. Quel que soit le contexte, le secrétaire général de la CNTS, Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, estime que le dialogue ne doit pas être rompu. Dans un contexte électoral, de campagne électorale, et je pense que c'est une donnée, vous avez parfaitement raison, très certainement, il y a des autorités qui sont en campagne, mais cela ne justifie pas la possibilité donc, de discuter avec les concernés, parce que les politiciens font la politique, l'administration continue. Un mouvement d'humeur durant cette période n'est-il pas un couteau à double tranchant? Se faire entendre certes, mais par qui?
Le bilan du jour à présent, 188 nouvelles contaminations au coronavirus et 3 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures. Les infections qui proviennent des résultats de 1313 tests réalisés, soit un taux de positivité de 14,31%, a précisé le ministère de la Santé dans son bulletin quotidien sur l'évolution de la pandémie au Sénégal. Elle concerne ces infections 10 cas contacts suivis, 1 cas importé enregistrés à l'AIBD et 177 cas issus de la transmission communautaire et essentiellement recensés à Dakar, 119 et dans les autres régions, 58. Le ministère de la Santé a signalé que 310 nouveaux patients suivis ont été déclarés guéris, alors que 6 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. L'Assemblée nationale en deuil avec le décès de la présidente de la Commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains, Dié Mandiaïba, est députée, mais elle a occupé auparavant d'importantes fonctions au niveau de l'administration civile. Aminata Mbaresso nous dresse son portrait. À l'hémicycle, elle ne passait pas inaperçue. Ses interventions à l'occasion des séances plénières attiraient l'attention de plus d'un. Dié Mandiaïba, jusque-là présidente de la commission des lois de la décentralisation du travail et droits humains, n'est plus une voix remarquable au sein de l'Assemblée nationale à jamais éteinte. Dié Mandiaïba est arrivée à l'Assemblée nationale en 2017 sur la liste départementale de Nioro-du-Rip. Avant son mandat électif, feu Dié Mandiaïba a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration sénégalaise. Elle est sortie de l'École nationale de l'administration en 1990. En plus d'être administrateur civil, elle est également titulaire d'une maîtrise à la faculté des sciences économiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une carrière consacrée essentiellement au service de l'administration. D'ailleurs, l'honorable député Dié Mandiaïba avait été élevé au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. Je voudrais vous féliciter à l'image de mes... Paix à son âme. Le reportage du jour à présent, il nous mène au sein de la banlieue dakaroise, focus sur les bassins de rétention, devenus un véritable danger public pour les populations, des chiens sauvages, des serpents, entre autres animaux qui y vivent, une situation qui hante le sommeil des riverains. Suivons ce reportage, il est réalisé par nos reporters Cheikh Diop et Amadou Abba Adida Tcharoika. On nous parle de bois, on nous parle de pitons. Donc on nous parle aussi des chiens sauvages. Ce sont les différents animaux qui vivent dans ce bassin de rétention. Ce qui, selon les habitants, constitue un danger. Nous sommes à Djidetcharoikao. Depuis qu'on a installé ces bassins, on est vraiment de cohabiter avec le danger. On a alerté les autorités. On a alerté d'abord l'autorité locale qui est le maire. On a alerté aussi ce qui concerne l'ONAS et tout ce qui concerne la sauvegarde du bien, la vécu de la population. Il y a eu des chiens qui sont entrés dans une maison en décimant presque 4 moutons du bétail. Les correspondances ont été envoyées aux différentes autorités, jusqu'à présent qui sont restés sans suite. Pire, cet espace de jeu très fréquenté par les enfants. Quand les jeunes jouent et que le ballon entre, ils font tout pour entrer à travers les grilles et aller récupérer ces ballons-là. Il est urgent de trouver des solutions pérennes pour que ces espaces-là puissent être utilisés à des fins qui pourraient arranger tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une chance que de voir ces bassins-là, parce que l'eau qui transite par là peut être utilisée déjà pour embellir l'espace et dégager tous ces typhons-là. Autre chose qui indispose les riverains, ces immondices dont le bassin. Conséquence, une odeur nauséabonde qui peut affecter la santé des populations. Cet espace inutilisé qui aujourd'hui nous crée beaucoup d'insécurité et beaucoup de difficultés au plan sanitaire également. Mais il faut convenir que le facordage vraiment de ces typhons-là qui cause beaucoup de dommages, des flocons, etc., ne peuvent pas être vraiment gérés par les populations environnantes. À l'origine, ce bassin était conçu pour lutter contre les inondations. Mais aujourd'hui, il est source de problèmes pour ces populations. Ces dernières estiment qu'il est temps de corriger pour un meilleur cadre de vie. Rufisque, pour ouvrir le chapitre politique de ce journal, la commune de Rufisque Nord est prise d'assaut
par les candidats aux élections territoriales. Ousmane Ndiaye est candidat de la coalition And Liggéey Ci Dëkk Bi. Il a sillonné les différents quartiers de cette commune lors d'une caravane. Il déplore le manque d'infrastructures sociales de base dont souffre Rufisque Nord et promet d'y apporter des solutions une fois élu à la tête de la municipalité. Nous l'écoutons au micro d'Abdou Diouf Diagne et Ahmadou Bamba Samb. Pour le 23 janvier, Inch'Allah, si kattan suñu borom yalla dinañu may ndam lu sedd guy. Olof dof ne kii defantu ak kii def bokkuñu ñun nag xam naa ne tey wóor na Tëngéej yëpp ne ñun ñooy candidat bi nga xam ne moom la waa Tëngéej yëpp doon xaar kon duñu def lu dul di sant la jeunesse ñi sant la jeunesse bu baax seen engagement am nañ yaakaar ne élection yi Inch'Allah dinañ ko gagné ci jàmm ak salaam te loolu moo amoon solo ko wax sax ne man. À moins d'une semaine des élections territoriales, la coalition Benno Bokk Yakaar poursuit sa dynamique de massification pour son sacre. Dans la commune de Mbao, le candidat appelle au calme et fustige une attitude inélégante du maire sortant à son égard. Abdou Karim Sall attire également l'attention de l'autorité devant des menaces de sabotage de scrutin par le camp de l'édile sortant. La coalition Benno Bokk Yakaar était donc à la ZAC de Mbao où les populations ont accueilli massivement son candidat Ibrahima Kane, Asmalik Diop. Une caravane à la ZAC de Mbao, des échanges avec les populations, la coalition Benno Bokk Yakaar multiplie les initiatives à quelques jours des élections locales. Son candidat à la commune de Mbao affiche pleine confiance. Abdou Karim Sall attire déjà l'attention de l'autorité face à des velléités de sabotage du scrutin. Il menace de perturber les élections. Je lance un appel à l'endroit de tous les citoyens. Le 23, qu'ils se lèvent tôt et qu'ils aillent voter. Après avoir voté, que les jeunes sécurisent leur lieu de vote. Nous ne permettrons pas à un perdant de perturber ces élections. Pour le candidat de Benno Bokk Yakaar, l'équipe municipale sortante a plongé Mbao dans une léthargie et aujourd'hui, la commune aspire au changement. Il déplore l'attitude du maire sortant qui, dit-il, n'honore pas la culture lébou. Nous sommes tous des Sénégalais. Quand on est électeur, on est éligible dans une zone. Il faut qu'ils le comprennent une bonne fois pour toutes. Moi, j'ai fait 21 ans à Mbao. Je connais bien les Lébous. Dans leur tradition, quand ils accueillent quelqu'un, ils lui donnent là où habiter, ils lui donnent des terres là où cultiver. C'est ça la culture lébou. C'est pas de dire que vous êtes arrivé hier, vous ne devez pas avoir des responsabilités dans cette commune. Et je pense que ça, c'est un mauvais message. La tête de liste de Benno Bokk Yakaar n'a pas manqué d'appeler tous les acteurs au calme et à la sérénité pour des élections apaisées. Nous pouvons battre campagne dans la sérénité, dans la paix et sans violence. Je demande toujours aux jeunes, aux adultes, aux femmes de garder leur sérénité et de ne pas répondre à la provocation. Nous voulons aller aux élections dans la paix et la concorde. Allez, hors de Dakar, rude bataille entre les apéristes authentiques qui ont présenté leur propre bannière dans toutes les communes du département de Kanel et les candidats de Benno Bokk Yakaar, considérés comme un bastion du chef de l'État Macky Sall. Ses premiers compagnons sous la bannière des listes Naforé vont à l'assaut des 12 communes et du conseil départemental de Kanel. Ali Bandalian nous fait le point. C'est un véritable duel entre apéristes de la première heure et les candidats de Benno Bokk Yakaar, tous d'anciens maires du PDS. Isolés depuis les dernières locales de 2014, les premiers compagnons de Macky Sall ont présenté des listes dans chacune des 12 communes du département de Kanel. Tête de liste de Naforé, Daouda Dia estime que cette élection vient leur rendre la légitimité. Et ce que nous avons constaté, c'est que le président Macky Sall a véritablement retrouvé ses militants d'antan qui ont accompagné le président jusqu'à la victoire finale. Et après
Après cela, la deuxième vague qui est venue, c'est celle-là qui a installé ici une sorte de tendance, qui a entraîné le département dans une situation d'instabilité. Avec ces élections-là, donc la décision était de voter sanction. Heureusement, les listes parallèles, comme disons les listes complémentaires, ce sont ces listes parallèles-là qui nous ont sauvés. Parce qu'actuellement, il n'y a plus d'opposition. Si je prends l'exemple, par exemple, Orkadiéré, tous les partis d'opposition nous ont ralliés, comme partout ailleurs. Les candidats de Naforé qui haranguent les foules et drainent du monde depuis le début de la campagne électorale bénéficient d'un soutien de taille, celui du milliardaire Harouna Dia. Il faut dire l'intégralité de nos moyens financiers concernant la campagne est assurée par M. Harouna Dia. C'est des militants dignes, fidèles, qui ont accompagné le président le moment le plus difficile, donc il ne va jamais le laisser. Mais bien sûr, si Macky Sall ne peut pas avoir un militant aussi déterminé que Harouna Dia. Plus que jamais décidés à reprendre le contrôle des 12 communes, les candidats de la liste Naforé ne ratent aucune occasion pour chanter les réalisations du président Macky Sall. Âgé de 26 ans, Hela Baldé, tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi dans la commune de Ndorna, est le plus jeune candidat à ces élections dans la région de Kolda. Au lendemain de sa victoire, il compte travailler pour changer le visage de sa commune qui polarise plus de 100 villages. Abdoulaye Diallo l'a rencontré. Reportage. C'est Hela Baldé, ici de la commune de Ndorna, département de Médina Refoula, région de Kolda. Je suis candidat de Yewwi Askan Wi dans la commune de Ndorna, tête de liste majoritaire. Âgé de 26 ans, Hela Baldé est le plus jeune candidat à ces élections locales dans la région de Kolda. D'ailleurs, je peux dire que je suis le plus jeune candidat du Sénégal, avec 26 ans seulement. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'un jeune de 26 ans se présente pour ces séances-là, pour répondre et défendre pleinement les intérêts de ma localité. L'engagement et le patriotisme de Ousmane Sonko sont entre autres facteurs qui lui ont amené à choisir la liste de Yewwi Askan Wi. Je suis le coordinateur communal de PASTEF dans la commune de Ndorna. Je pense qu'avec le discours de Ousmane Sonko, c'est un discours convaincant. C'est ce qui m'a poussé d'abord d'aller avec le leader de PASTEF, mon leader Ousmane Sonko. Et avec ça aussi, je suis parfaitement d'accord avec lui, vraiment de former cette grande et large coalition. Parce que c'est avec seulement cette coalition-là que nous pouvons changer le Sénégal. Parce qu'on a tous les exemplaires là-bas et des modèles vraiment qui peuvent nous aider pour pouvoir changer notre cher Sénégal. Au lendemain de sa victoire, il compte travailler pour changer le visage de la commune de Ndorna qui polarise 101 villages et hameaux. Nous, je pense qu'on a beaucoup de choses à changer dans notre localité parce qu'il n'y a rien là-bas. Il y a beaucoup de choses à faire et c'est ce qu'on a constaté. Donc nous, les jeunes, on s'est unis pour dire que vraiment, on n'a qu'à travailler en équipe parce que on peut dire que nous avons la meilleure équipe. Et avec tout ça, nous pensons vraiment que nous allons atteindre notre objectif. Parce qu'à Ndorna, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'air de jeu. Il n'y a rien presque là-bas. Donc nous pensons que vraiment, c'est ce qui nous motive vraiment pour venir et dire qu'on va apporter une aide à notre chère population. Parce que les populations souffrent. Et vraiment tout ça, je pense que c'est nous seulement les jeunes qui peuvent relever le défi. Le jeune Hela Baldé, tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Ndorna dans le département de Médina Yoro Foulah, invite tous les candidats à avoir de la retenue, un esprit de dépassement et être prêts à accepter la loi des urnes. Je vous l'annonçais en titre, les Lions ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale dans la douleur. Les protégés d'Aliou Cissé ont concédé le nul face à la détermination des Flames du Malawi. Le Sénégal occupe la première place du groupe B avec 5 points. Et tout de suite, la réaction de quelques joueurs de la tanière. Ils sont au micro de nos envoyés spéciaux, Mamadou Ndiaye et Ahmed Niang. La première impression, c'est que c'était un match difficile, mais on a joué face à une bonne équipe aussi. Voilà, certes, tout le monde croit que c'est le Malawi, ça allait être facile, et voilà, ils nous ont rendu les choses difficiles. Mais le plus important a été acquis. On a été premier de ce groupe et on est qualifié. C'était un match dur. On a essayé de prendre le jeu à notre compte, de se créer des occasions. On n'a pas forcément été trop inquiété par le Malawi, mais au final, c'est un match nul. Mais ce qu'on retiendra, c'est la qualification en huitième avec la première place du groupe. Là, on va travailler, on aura une bonne semaine pour préparer les huitièmes de finale et on va réussir à s'améliorer. Ouais, ça a été très difficile. On sait que beaucoup attendaient mieux, attendaient 9 points. Mais c'est la magie de la CAN. Il n'y a pas de petite équipe. On sait qu'on a vu des équipes se faire surprendre. Heureusement, le Sénégal ne s'est pas fait surprendre. Il a réussi à gagner un match et faire 2 matchs nuls. On a été une équipe solide, même si je pense qu'on peut encore mieux faire. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes derrière nous. Je comprends les Sénégalais
sont au pays, qui attendent un plus beau Sénégal. Mais voilà, il faut continuer à travailler. Je sais qu'on est capable encore de mieux faire et on fera mieux, Inch'Allah. Je pense l'efficacité, que ce soit devant le but ou même dans la préparation du jeu avec ballon. Je pense que voilà, on doit être plus efficace tout simplement. Donc comme je vous ai dit, on sait ce qu'on a à faire, on sait sur les axes de travail sur lesquels on doit s'améliorer. Le point positif, c'est qu'on est qualifié, on n'a pas pris de but, c'est une bonne chose. Donc il va falloir en marquer maintenant pour pouvoir les gagner les matchs. On a validé tous nos objectifs, c'est-à-dire de finir premier pour pouvoir avoir une semaine de préparation et rejoindre encore un match à Bafoussam. On n'a pas pris de but. Franchement, les objectifs ils sont atteints. Je ne sais pas pourquoi je devrais être rassuré ou quoi que ce soit. On a confiance en nous, on sait de quoi est capable le groupe. Il ne faut pas oublier qu'on a plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui la performance n'est peut-être pas optimale, mais aujourd'hui on a 10 joueurs qui ont été atteints par le Covid. On a des degrés de forme différents et même aujourd'hui avec ça on réussit à prendre des points, on réussit à mettre en danger l'adversaire. On a eu beaucoup d'occasions qu'on aurait pu concrétiser. Donc on va monter en régime, c'est des choses qui sont très encourageantes et on va s'appuyer sur ça. Match à la fan zone de Yoff, une rencontre disputée avec beaucoup de déchets, de retard de surface, de perte de balles entre autres. Les supporters qui étaient dans cet espace aménagé notent un manque de rigueur et beaucoup de failles dans l'organisation du jeu. Ils l'ont dit dans ce reportage. Il est signé Maïmouna Ndiaye. Au premier poteau, c'est très mal tiré. Un milieu de terrain pas dominant. Beaucoup de déchets techniques dans les transmissions, un gardien de but hésitant. 45 premières minutes du Sénégal face au Malawi n'ont pas rassuré les supporters des Lions à la fan zone de Yoff. Au niveau du milieu de terrain, je constate que au niveau du milieu de terrain, il y a problème. Je ne vois aucun créateur, par exemple, capable de pousser la balle vers le bas. C'est regrettable. J'invite les joueurs à faire preuve de beaucoup de patience. Ils doivent mieux s'organiser pour sortir avec un bon score. Un léger mieux est noté dans le jeu des Lions en seconde période avec les quelques changements de joueurs. Toutefois, le score ne bouge pas. Il faut demander la VAR. Le 12e Gaïndé pressé de voir une concrétisation. Deuxième tir cadré du Sénégal dans cette partie. Un deuxième tir cadré pour le Sénégal. Gana Gueye ne verra que de la poussière. Malgré tout, le public tient bon. L'arbitre accorde un penalty au Malawite, léger pour certains. Logique même, du penalty. Si nous suivons la logique du jeu, il ne s'agit pas d'un penalty. Après avoir consulté VAR, le maître du terrain revient sur sa décision. On ose encore espérer. Aller chercher les Malawites et marquer des buts, ce rêve ne se réalise finalement pas. C'est la déception. Je suis insatisfait par rapport au résultat de ce match parce qu'en réalité, avec cette équipe qui est complète, on espérait quand même un résultat meilleur. Surtout qu'on joue avec une équipe qui, du point de vue technique et du point de vue également effectif, on est quand même supérieur. Mais malheureusement, une équipe avec qui on a joué pendant 90 minutes et on n'arrive pas à arrêter à marquer ne serait-ce qu'un seul but. Et cette équipe-là a failli avoir un penalty. Si elle avait transformé, ça allait être vraiment chaud pour nous. Et dans ce cas, on serait dans une situation de calcul. 3 matchs, même tempo selon ses supporters. Néanmoins, ils gardent espoir et promettent de revenir remplir cet espace pour la suite. Tous derrière l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions de la Teranga qui n'ont pas encore imprimé leur marque depuis le début de cette compétition. Ils étaient donc encore en difficulté ce soir face au Malawi. Selon le coach Aliou Cissé, le Sénégal occupe tout de même la première place du groupe B avec 2 matchs nuls et une victoire. Les Lions qui ont marqué un seul but n'ont jusqu'ici pas encaissé. Le sélectionneur national préfère retenir la qualification de son équipe, le Sénégal, pour les 8e de finale de la CAN 2021 malgré le nul 0-0
3-0 contre le Malawi ce mardi soir à Bafoussam. Résumé de la 3e journée du groupe B de la CAN 2021, la Guinée s'incline face au Zimbabwe sur le score de 2-1. Un revers sans grande conséquence, les équipiers du capitaine Naby Keïta sont qualifiés pour les 8e de finale. Le récit est signé Chersali Boudjara. La Guinée qualifiée pour les 8e de finale. Un ticket composté malgré sa défaite surprise lors de sa 3e sortie dans la poule B. Un revers devant un Zimbabwe qui n'avait plus rien à espérer. Sans pression et pris de haut par les Guinéens, les Warriors font une meilleure entrée dans la rencontre. Plus incisif et dangereux durant toute la première période, les coéquipiers de Kadewere parviennent à marquer 2 fois. Des réalisations de Naouledj Moussona et de Koudawache Mahachi, 2-0 à la mi-temps. Dos au mur, la Guinée fouette son orgueil et réagit. Naby Keïta réduit la marque 4 minutes après la reprise. Mais le